De plus en plus, dans les conversations et dans les débats, l'on ne s'écoute plus. Et lorsque nous décidons d'écouter, c'est plus pour répondre que de comprendre la pensée d'autrui. La force de l'argument semble prendre le dessus sur l'argument de la force. Pire, la retenue semble être notre ennemi juré. Pourtant, l'homme politique ghanéen, ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, faisait constater que c'est l'ignorance et non la connaissance qui dresse les hommes les uns contre les autres. Chers auditeurs, et vous qui, grâce à la magie technologique, nous suivez depuis votre écran, merci de rester fidèles à la 106.1 Radio École. Aujourd'hui, je vais discuter d'un thème important avec mon invité. Il est chercheur à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, M. Mohamed Sow Baudelaire. Nous allons discuter d'un thème assez important, le danger de l'ignorance. Mohamed Sow, bonjour. Bonjour Seydina, et merci pour cette invitation pour un thème aussi spécial que le danger de l'ignorance. Un plaisir pour nous aussi de vous recevoir sur ce plateau de Radio École. Vous l'avez dit, le thème il est spécial, oui. Le danger de l'ignorance. Oui. Quand on dit le danger de l'ignorance ou la crise de l'ignorance, qu'est-ce que cela vous inspire? Oui, là, déjà, la formulation du thème est assez particulière. Parce que parler d'ignorance suppose déjà un danger, n'est-ce pas? Ignorare, absence d'information. Et quelqu'un qui n'a pas une information spécifique dans un sujet déterminé, eh bien, il devient tout d'un coup limité par rapport à ce domaine défini. Mais quand on parle d'ignorance, c'est qu'il y a absence de savoir. Attention, le grand mystique disait, le plus grand ennemi de l'homme reste l'ignorance. Il dit, mais ignorance n'est pas forcément absence de culture. Mais les éléments d'une culture dont on ne se sert plus sont également des signes inquiétants de l'ignorance. C'est-à-dire que l'information est présente, mais il n'y a pas cette volonté d'aller vers l'information. Ça, c'est un plus grand danger de l'ignorance. Pourquoi? Parce que nous parlions tout à l'heure de la tripartition philosophique. Hein? L'ignorant qui ne sait pas qu'il ne sait pas, l'ignorant qui sait qu'il ne sait pas et le sage qui sait qu'il sait. Mais le plus dangereux, c'est la première partie. C'est cet ignorant qui ne sait pas qu'il ne sait pas et pensant savoir, n'est-ce pas, ne va pas à la quête de cette connaissance. Donc ici, il faut scinder peut-être l'ignorance en deux parties. L'ignorance en tant que telle comme étant cette faculté de ne pas savoir et de savoir que l'on ne sait pas, à différencier de l'ignorant qui est dangereux, c'est-à-dire cette faculté de ne rien savoir, oui. Mais aussi de ne pas savoir que l'on ne sait absolument rien. Bien sûr. Vous savez, l'ignorant qui sait qu'il ne sait pas, c'est un point positif. Pourquoi? Parce que sachant notre ignorance, nous allons tout à coup à la quête du savoir. Une quête effrénée, hein? Une quête perpétuelle qui commence avec la sortie du berceau et qui n'a de point terminal que les flancs inconsolables de la tombe. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le danger de l'ignorance réside dans le statut de ne pas savoir qu'on est ignorant. Ça peut être un statut conscient comme inconscient, hein, parce que même si Lacan n'aimait pas trop le terme d'inconscient collectif, mais il faut comprendre que dans une société, il peut y avoir l'apanage des on-dit, hein, n'est-ce pas? L'apanage de la sagesse publique, des mots qui sortent tous les jours. Et ces éléments-là, ces informations-là qu'on a dans notre société peuvent faire figure d'une certaine forme de connaissance alors qu'il n'en est rien. L'ignorance, la première, réside d'abord dans cette conscience, le savoir. Le premier réside dans la conscience de l'ignorance. Nous savons que nous sommes en manque. Et nous allons vers ce que nous manquons. Et nous allons vers ce que nous manquons. C'est ça. Et c'est ce qui nous permet peut-être de trouver refuge dans les généralités. Oui, la généralité, c'est un premier point. Pourquoi? Parce que la généralité permet d'aller vers le particulier. Et vice-versa aussi. Parce qu'on ne peut pas tout de suite se dire, par exemple, je vais tout de suite être spécialiste en sémiotique du langage. Non, ça, c'est une particularité. Il faut d'abord un général. Le général, c'est d'abord savoir lire et écrire.
ensuite allier les sons du vocabulaire pour former des mots, allier les mots pour en faire une phrase. Donc, progressivement, on accumule un certain nombre de connaissances qui permettent d'aller vers la sémiotique. Progressivement, on acquiert un certain nombre de savoirs en chiffres et en lettres qui permettent d'aller vers les mathématiques et plus loin encore si on veut. Donc, il faut d'abord partir dans un concept général, hein, dans une interrogation. Feu le professeur Hassan Silla, que tu connais très bien, disait la philosophie est avant tout un effort conscient et réfléchi, où l'on cherche à comprendre ce qui paraît incompréhensible à l'homme, à expliquer ce qui l'étonne, à répondre à des questions qui de tout temps et sous tous les cieux se posent à l'homme concernant l'être en général, l'existence, hein, de manière assez générale, sa manière d'être, le comment, le pourquoi, que faisons-nous sur Terre, d'où venons-nous, où allons-nous, hein, et sa destinée. N'est-ce pas? Donc, il y a un cheminement de l'être humain, c'est Sisyphe. Tout être humain est un Sisyphe, ça Camus l'avait très bien compris. Tout être humain est un Sisyphe, mais un Sisyphe qui cherche à comprendre le fonctionnement de la pierre. Qui cherche à comprendre le fonctionnement de la pierre. Aujourd'hui, le constat, il est fatal. Nous devenons de plus en plus spontanés. Comment se départir de cette spontanéité dans la pensée, dans les faits, dans les gestes, dans l'action? Se départir de cette spontanéité de l'homme, de l'esprit. Je ne dirais pas spontané, mais impulsif. Impulsif. Parce que la spontanéité relève peut-être d'un facteur d'inspiration. Peut relever d'un facteur d'inspiration. Mais l'impulsion relève d'un facteur assez animal. Ouais, d'un facteur assez animal. Pourquoi? Parce que ça ne relève pas d'une réflexion, ça ne relève pas d'une observation, ça ne relève pas d'une prise en charge des méthodes d'analyse et d'argument. Ça relève tout d'un coup d'un sentiment, peut-être de l'émotion, à son sens le plus primaire, bien sûr. L'émotion à son sens le plus primaire, pas au sens où l'avait donné Senghor dans cette phrase qui est toujours assez incomprimée. On va s'écarter du sujet. On va s'écarter du sujet. L'impulsion. Pourquoi? Eh bien, parce que tu l'as dit dans ton introduction. La force de l'argument n'y est plus. Oui. La force de l'argument n'y est plus. C'est l'argument de la force. La force qui semble prendre le dessus. Oui, c'est ça. C'est l'argument de la force. Parce que si la force de l'argument y était, le sens de l'écoute va précéder. Ouais. Écouter pour mieux répondre. Et non pas répondre juste parce qu'on a émis, juste parce qu'on a reçu une émission de pensée. L'écoute, c'est quoi? L'écoute, c'est Voltaire qui disait, dans une citation peut-être apocryphe, disait que je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. Oui. C'est remarquable comme point de vue. C'est l'acceptation de l'autrui, l'écoute. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. C'est le Christ qui disait, il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Il y a plusieurs demeures. Tu habites dans cette demeure, laisse l'autre occuper l'autre demeure. L'acceptation de l'autre. Il aimait sa pensée, oui. Laisse-lui émettre sa pensée. Nous ne devrons pas être forcément d'accord sur tout. C'est impossible. Tout le monde ne peut pas être d'accord sur tout. Tout être humain est spécifique. Pourquoi on ne peut pas être d'accord sur tout? Parce que l'objectivité n'existe pas. C'est ça. L'objectivité est un semblant. Ce qui existe, c'est un semblant d'objectivité qui est une convention sociale. Mais tout le monde est subjectif. Subjectif pourquoi? Parce qu'il y a un inconscient qui est là, parce qu'il y a un préconscient qui filtre, parce qu'il y a la conscience collective qui agit sur nous, et il y a notre propre méthode de réfléchir et d'émettre une pensée. Oui, mais pour émettre une pensée et une réponse, il faut d'abord écouter l'autre, recevoir ce qu'il dit, puis émettre à son tour. En ce sens que chacun d'entre nous a ses idées, oui. Par quel processus devront-on peut-être arriver à la vérité, tout en sachant que la vérité, elle est une? Oui. Si tout le monde conçoit que ce qu'il dit est la vérité, oui. Alors que la vérité, elle reste la vérité. Comment ta vérité, ma vérité, la vérité des autres, Amadou Pataba. Voilà, comment nos vérités-là peuvent en tout cas converger pour atteindre la vérité suprême. Oui, Ampateba qui racontait les enseignements de Thierno Bokar dans les derniers chapitres de 8 mots commandants, disait, il y a ta vérité, il y a ma vérité, il y a la vérité. Oui. Ta vérité, ce que tu conçois comme vrai. Ma vérité, ce que je conçois comme vrai. La vérité, de deux manières possibles. Soit
ta part de vérité qui converge vers ma part de vérité, leur point de rencontre, la matérialisme, ça devient une convention. Ou bien, la vérité qui est dans un point de vue transcendant, qui surpasse les autres vérités. Qui surpasse les autres vérités. C'est Irena Kristeva qui en parlait dans son travail sur la traduction, qui disait que le langage humain atteint cette plénitude parce que c'est un écho du langage divin. La vérité, la grande vérité qui a fracassé les ténèbres au début et qui a émis la lumière. Et cette lumière-là, l'homme s'en est réapproprié. L'Exode, je pense que c'est le chapitre 3, dans les versets 14 et 15. Tu diras au peuple d'Israël que c'est moi ton Seigneur qui t'ai envoyé, quelque chose comme ça. Mais il y a ce rapport entre le je et le tu. Pour qu'il y ait mise en place d'une vérité ou bien de la vérité, il faut que le je ait un rapport avec le tu. Parce que le je n'a de possibilité de dire je que pour marquer sa différence avec le tu. Avec le tu. Quand on dit je, c'est parce qu'il y a un tu qui est présent. De manière effective ou bien de manière abstraite. Je suis. Qui suis-je? Moi qui suis est différent de toi. Et toi, tu es différent de... Donc, il y a un rapport de différenciation. Mais même s'il y a un rapport de différenciation, le fait de vouloir marquer une certaine différence suppose qu'il y a cette valeur de similitude. Suppose qu'il y a une similitude. Le désir de marquer une différence suppose qu'il y a une similitude intrinsèque. Et c'est de par cette similitude-là que naît un dialogisme. Monsieur Sow, je rappelle que vous êtes étudiant-chercheur à la faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors aujourd'hui, nous sommes dans un monde interconnecté où vous pouvez rester dans votre chambre, émettre une idée, une action qui tout de suite, 30 secondes après, fait le tour du monde. Dans un monde où tout le monde parle. Mais est-ce que c'est parce que nous sommes dans un monde où tout le monde parle que tout le monde doit parler? Autrement dit, qui doit prendre la parole? Je suis tenté de dire le porteur de parole, mais la prochaine question serait qui est porteur de parole? Tout à fait. Qui doit prendre la parole? Qui peut prendre la parole? Qui peut prendre la parole? Puisque la prise de parole est forcément a forcément un impact sur l'existence. C'est Diane qui disait que dire c'est à la fois savoir, avoir et pouvoir. Commentant des textes de Senghor, il disait dire c'est à la fois savoir, avoir et pouvoir. 3 dimensions. Oui, 3 dimensions. Et la première dimension, c'est quoi? Savoir. Savoir. Parce que Augustin d'Hippone, des 4 pères de l'église romaine, disait que je suis, je connais et je veux. Je suis, je connais et je veux. Je suis ce qui connaît et ce qui veut. Je connais que je suis et que je veux être et connaître. Et celui qui doit prendre la parole doit forcément avoir cette volonté de connaissance acquise. Hassan Silla. Philosophie et sagesse s'impliquent mutuellement dans une relation où l'une est commencement, l'autre aboutissement. L'une est réflexion, l'autre mode de vie conséquent. Il faut acquérir un certain nombre de savoirs pour pouvoir prendre la parole. Notre problème, c'est que on est savant sur tout. Surtout. Ce qui est impossible. Surtout. Je pense que c'est Alain Giresse, l'ancien coach du Sénégal, de l'équipe nationale du Sénégal, disait qu'il ne reviendrait plus jamais s'entraîner. Bon, tant pis, et tant mieux aussi. Qu'il ne reviendrait plus jamais entraîner le Sénégal parce qu'il y a 14 millions de sélectionneurs au Sénégal. Et tout le monde est spécialiste dans tous les domaines. Tout le monde. Ce qui veut dire que il faut avoir cette honnêteté intellectuelle-là. Je ne sais pas. Socrate, le modèle de l'intellectualisme européen. De tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Ceux qui prétendent savoir ne savent rien. La vérité n'est pas dans ma bouche ni dans la bouche des sophistes. On tend à sa quête. C'est ça. Alors, se taire quand on ne sait pas n'est pas une honte. C'est une force. C'est exactement une force. Se taire lorsqu'on ne sait pas, c'est une force. Pourquoi c'est une force? Parce que ça permet d'aller à la quête de ce qu'on ne sait pas. Et ça permet d'aller à la quête de ce qu'on ne sait pas. Par exemple, nous qui avons
l'honneur est le fardeau d'exercer dans les classes. Quand, par exemple, un apprenant pose une question et qu'on ne sait pas cette question, et on note la question. Le prochain cours, on y revient. C'est ça. Parce que là, on a au moins la chance d'aller vers ce qu'on ne savait pas d'où. On a cette chance-là d'aller vers ce qu'on ne sait pas d'où. Maintenant, toujours vouloir répondre à tout le temps, désordre. Il y aura tout le temps du désordre. Chers auditeurs de la 106.1 Radio École, je rappelle que vous êtes dans votre émission Pro Ademo. Le thème d'aujourd'hui porte sur le danger de l'ignorance. Je reçois Mohamed Sow Baudelaire, étudiant chercheur à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors, Monsieur Sow, pour revenir à vous, j'ai ici une maxime d'un mystique qui dit que les réseaux sociaux ont donné le droit à la parole à des légions, à des imbéciles qui, avant, ne parlaient qu'au bar et ne causaient aucun tort à la collectivité. Ouais. On les faisait taire tout de suite. Oui. Qu'est-ce que vous inspire cette maxime de Umberto Eco? Oui. Umberto Eco a beaucoup fait pour l'intellectuel de manière générale. Hein. Les travaux sur les limites de l'interprétation, un des grands classiques de la critique mondiale. Mais ce que Eco dit, c'est très important, c'est très vrai, puisque Rousseau. Hein, Jean-Jacques Rousseau. Oui. Rousseau, dans le contrat, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que si les dieux avaient un moyen de se gouverner, ils choisiraient certainement la démocratie, parce que ce modèle de gouvernance aussi parfait n'est possible qu'avec des dieux. Tout ce qui a trait, c'est Rousseau qui disait également que l'être humain a tendance à souiller à tout ce qui a trait à la perfection et à la divinité. Tout. Pourquoi il disait tout est bien sortant des mains de l'auteur des choses, tout dégénère entre les mains de l'homme. Tout dégénère entre les mains de l'homme. Si on donne la parole à tout le monde, la parole ne peut plus être contrôlée. Elle ne sera plus contrôlée. Oui, c'est très bien de dire que oui, tout le monde doit avoir droit à la parole. Tout le monde doit avoir le droit de dire ce qu'il pense. Mais le devoir de dire ce qu'il sait. Hey, tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense. Tout le monde a le droit de prendre la parole. Mais tout le monde a le sacré devoir de dire ce qu'il sait. Sinon, a le devoir de se taire sur ce qu'il ne sait. Uniquement ce qu'il sait. Oui, c'est uniquement ce qu'il sait. Sinon, si on ne dit pas ce que l'on sait, et si on ne le dit pas de la manière dont cela est convenable, on trahit le pouvoir du verbe, on trahit le pouvoir de la parole. Trahissant le pouvoir de la parole, on trahit un pouvoir divin. Trahissant un pouvoir divin, on trahit automatiquement le divin. Justement. Donc, on a le devoir de dire ce que l'on sait et de la manière dont cela est faisable et correct. Je ne peux pas vous recevoir sur ce plateau, faire une émission avec vous, sans pour autant entrer dans la poésie. Parce que vous commentez beaucoup de poèmes. Oui. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous inspire la poésie et l'ignorance? Poésie et ignorance. Vous, le poète. Vous, le commentateur des poèmes. Je pense que c'est mieux commentateur de poète. Commentateur de poète. Poète à des heures perdues, certainement. Alors, poésie et ignorance. Poésie et ignorance. Vous savez, c'est Baudelaire, hein. On parle de Baudelaire souvent, ça fait. Mais bon, c'est Baudelaire qui disait, je pense que nous sommes en avril 1856, dans une lettre qu'il a écrite à Alphonse Tousnel. Il dit ceci: il y a longtemps que je dis que le poète est souverainement intelligent et qu'il est l'intelligence par excellence. Je vais juste m'arrêter là. Bon, si tu veux, je continue. Hein. Il dit et que l'imagination est la plus scientifique des facultés parce qu'elle seule comprend l'analogie universelle ou ce qu'une religion mystique appelle correspondance. Les poètes ont cette charge-là de décoder l'invisible, de décoder ce qui n'est pas accessible au savoir premier, de décoder ce qui n'est pas accessible au regard premier, de décoder ce qui n'est pas accessible à l'oreille de tout le monde. C'est Nietzsche qui disait que le poète a un troisième œil. Il a une autre oreille. Rimbaud, que tu connais très bien, disait que inspecter l'invisible et entendre l'inouï. Inspecter l'invisible. Aller dans les
profondeurs de ce qui n'est pas connu et retranscrire cela dans l'exercice du poème. Aller dans les profondeurs de ce qui ne peut être entendu, retranscrire cela dans l'exercice du poème. C'est ce que voulaient faire les surréalistes en voulant allier un monde visible et un monde... Voilà, c'est ça, et un monde autre. S'appuyant aussi également sur les travaux de Freud dans cette découverte magistrale qui est l'inconscient. L'inconscient est le langage des travaux qu'en a fait Jacques Lacan. Tout ça a permis à certains poètes, n'est-ce pas, d'explorer ce champ de la pensée humaine, du mental de l'être humain, d'explorer le délire et la folie dans ses profondeurs et de voir qu'il y a exactement une certaine sagesse là-dedans. Bien sûr. Dieu lui parle à voix basse, parlant du poète, c'est ce que disait Hugo. Hugo, oui, Dieu parle à voix basse en son âme. C'est ça, dit dans Les rayons et les ombres. Victor Hugo, c'est ça? Oui. Même Hugo le disait. Hugo disait que l'ensemble de sa poésie est une dictée de Dieu. Ce n'est pas lui qui écrit, c'est une dictée de Dieu. Daubigné, du poète protestant du XVIe siècle, disait de sa poésie, Dieu même a donné l'argument. Ouais, Dieu même a donné l'argument. C'est comme Senghor qui, dans Femme noire, dit, et voilà qu'au cœur de l'été et de midi, je te découvre terre promise du haut d'un haut col calciné. Nous sommes en plein dans l'Exode, le deuxième livre de l'Ancien Testament. C'est Dieu qui a chargé Moïse de libérer les Hébreux de l'emprise du Pharaon. Les fils d'Israël. Donc, il y a cet exercice-là du savoir. Maintenant, un savoir qui est coordonné par les fonctions du langage, par la toute-puissance du verbe, un savoir également qui est transmis par la codification. Parce que dans la poésie, ce n'est pas seulement le poète qui est savant. Et savant le poète qui écrit, mais et savant également celui qui doit décoder le poème, celui qui doit lire le poème. Mallarmé voulait tout le temps que l'on code la poésie. Nommer enlève les 3/4 de la jouissance d'un poème, disait-il. Il ne faut pas nommer, il faut juste suggérer. La suggestion est à mi-chemin entre le verbe et le silence. Héraclite, au VIe siècle avant Jésus-Christ, disait que le roi dont l'oracle est à Delphes, parlant d'Apollon, le dieu de la poésie, il dit le roi dont l'oracle est à Delphes ne parle pas, ne dissimule pas, il fait signe. Signe, oui, il donne juste les éléments et au lecteur maintenant de décoder tout ça. De décoder le sens du message. Justement. La toute-puissance du sens. La toute-puissance du sens. Alors, nous avons parlé de poésie, de poète. Oui. Ahmadou Kourouma a écrit un livre. Oui. Refuser, c'est dire non. Quand on refuse, on dit non. Quand on refuse, on dit non. Oui. Et comment on dit non? Comment on dit non? Bon, ça dépend. Est-ce qu'il suffit seulement de dire non? Non, 2 points, 1, 2, 3, 4, 5. Hein? Oui. Oui également, 1, 2, 3, 4, 5. Je dis oui parce que. Je dis non parce que. Oui. Tout dépend de l'argumentation, de l'ampleur gnostique, épistémique que l'on propose. Dire non seulement juste parce que oui, j'ai envie de dire non. Je dis non parce que 1, parce que 2, parce que 3. Je dis oui parce que. C'est Jean-Antoine de Baïf. C'était un des 7 poètes de la Pléiade qui avait cette fameuse phrase « Heureux celui qui sait ». Heureux, oui, le bonheur. Bonheur. Heureux celui qui sait. C'est ça qu'il dit. Quand on dit non, on sait pourquoi on dit non. Quand on dit oui également. Comment dire non? Eh bien, proposer les arguments de la négation. C'est ça, c'est tout. La crise de l'ignorance, oui, ou le danger de l'ignorance, est-elle la conséquence d'un manque de culture? D'une absence de culture et de la présence d'une culture délaissée. 2 facteurs. Et le deuxième facteur est même le plus dangereux. Je reviens à mon propos du début, le grand mystique, c'est qu'il dit. À l'absence de culture parce que, tout à l'heure, la citation de feu Umberto Eco, les réseaux sociaux, beaucoup d'avantages avant qu'on me tape dessus, mais autant d'avantages que d'inconvénients. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas l'ampleur de ce que nous avons besoin. Hein? À quoi servent les réseaux sociaux? Oui, à se distraire, c'est très bien. Et le plus dangereux, c'est l'expression tuer le temps. Je pense que le temps qui nous reste ne nous permet pas de parler de tuer le temps, mais on y reviendra peut-être un jour. C'est ça. L'absence de culture. Hein?
refuser d'aller à la quête du savoir. Peut-être ça peut être un refus déclaré qui va dire nous refusons le savoir. Non, non, non. Mais c'est les actions qui sont posées, hein, les comportements qui sont montrés et qui permettent de comprendre qu'il y a ce refus-là du savoir. Quand un élève ou un étudiant de lettres modernes ne te cite pas 5 ouvrages, ou bien un élève de terminale, 5 ouvrages qu'il a lus sérieusement, j'ai l'habitude de poser cette question aux apprenants. Par exemple, quand je demande un livre, et connaît Les Fleurs du Mal, qui a lu Les Fleurs du Mal? Il n'y a personne. Qui a vu la couverture? Peut-être il y en a. Qui en a entendu parler? Qui connaît au moins le nom de Baudelaire? Vous voyez qu'il y a cette régression-là. Et c'est très dangereux, parce que ces classiques-là, je ne dis pas qu'il faut tout le temps s'ouvrir à ça. Mais la lecture est un acte déterminant vers la quête du savoir. Et c'était d'ailleurs l'un des premiers actes de Descartes, le monde des livres, avant d'aller vers le grand livre du monde. Parce que pour pouvoir remettre en question quelque chose, il faut connaître cette chose-là d'abord. Il faut la connaître d'abord. On ne peut pas nier ce qu'on ne connaît pas. Et on ne peut pas également accepter ce qu'on ne connaît pas. Donc tout tourne autour de ce qu'on connaît. Et puis même le premier texte, le premier verset du Coran renvoie à la connaissance. Oui. Lis, l'éguérer, discerner, examiner. C'est ça. Donc, cette absence de culture-là relève d'une volonté inavouée de se détourner du savoir. Malheureusement, le temps qui nous est imparti arrive à son terme et qu'on ne peut pas tout développer dans une seule émission. Peut-être que vous reviendrez une autre fois pour un autre numéro de Pro des mots sur Radio École. Quel est le dernier mot, Monsieur Mohamed Sow Baudelaire? Oui, un grand plaisir de partager cette émission avec toi. Un grand plaisir de discuter savoir, hein? Connaissant ton amour pour les domaines du savoir. Un grand plaisir également de revenir. Parce que ça fait longtemps que je ne suis pas venu sur Télécom. Dans votre maison? Chez moi. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu chez moi. Ce qui est quand même problématique. Et j'espère qu'on se reverra très vite pour reparler encore du savoir. À très bientôt. Donc, chers auditeurs et vous qui, grâce à la magie technologique, nous suivez depuis votre écran, merci de rester toujours fidèle à la 106.1 Radio École. C'était votre émission Pro Ademo. Rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro sur la 106.1 Radio École. D'ici là, restez connectés sur la radio et sur la télé. À bientôt.